Afrique des libertés, bonsoir. Juste quelques mots sur la panique de l'Europe. Je suis encore en terre africaine du Mali et comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle les réalités du terrain. Je voudrais dire quelques mots sur l'Europe assommée et vous donner quelques nouvelles de la terre africaine où votre serviteur se trouve encore ce soir. Merci à celles et ceux d'entre vous qui partageraient ce direct tardif, mais enfin, il n'est jamais tard pour donner des nouvelles aux siens et pour attirer l'attention des uns et des autres sur un point essentiel de l'actualité. Je vous salue du Mali, je vous dis Aoniche. Collectivement et individuellement, je vous dis Iniche. Oui, l'Europe assommée par Donald Trump et Vladimir Poutine. C'est le seul sujet dont je voudrais traiter pendant quelques minutes ce soir. Je vous demande de bien vouloir partager massivement cette intervention. La connexion Internet n'étant pas aussi solide que d'habitude, je compte sur vous pour distribuer cette conversation du soir. Littéralement une conversation au coin du feu. Vous avez vu ce qui est écrit là? Je suis dans l'AES. Je suis au cœur de la Confédération des États du Sahel. Et par monts et vaux, je suis sur le terrain. Connaissez ce paradoxe que l'on nous a souvent opposé, qui consiste à dire que nous serions, pour ainsi dire, des intellectuels des réseaux sociaux. Nous serions assis tranquillement derrière notre clavier, tranquillement assis derrière notre écran, et jamais nous ne sommes sur le terrain. C'est un paradoxe, vous avez remarqué. Quand nous sommes sur YouTube, sur Facebook, ou quand nous sommes sur Internet, quand nous sommes sur YouTube, sur Facebook, ou sur Internet, ou sur X, certains s'aventurent à nous dire « c'est pas derrière un ordinateur que se fait la révolution. Venez ici sur le terrain et agissez. » Mais quand nous venons sur le terrain et que nous agissons, les mêmes parfois ressortent en disant « mais on ne vous entend plus sur Internet, on ne vous a pas vu depuis quelques jours sur YouTube, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai expliqué cela par une métaphore de Jean-Paul Sartre, qui dit que on ne peut pas être perché sur une fenêtre, on ne peut pas être penché sur une fenêtre et se voir passant dans la rue. La vie intellectuelle est un va-et-vient entre la théorie et la pratique, entre le terrain, la société, l'économie, la réalité physique, et l'intellect, la pensée, la théorie, la production des concepts. L'intellectuel authentique a vocation à vivre dans ce va-et-vient entre la théorie et la pratique, entre l'expérience réelle du monde historique et la récapitulation de cette expérience sur le plan théorique. Donc, en effet, on ne peut pas être penché sur une fenêtre, comme le disait Jean-Paul Sartre, et se voir passant dans la rue. J'ai tenu ce soir, depuis le Mali, au cœur duquel je séjourne depuis plusieurs jours, j'ai tenu quand même à attirer votre attention sur un fait de l'actualité internationale qui ne doit échapper à personne. Je vous parlerai de ce fait de l'actualité internationale avant de revenir aux nouvelles les plus récentes, avant de revenir aux nouvelles, africaines de mon périple, qui, comme vous le savez sans doute, va se poursuivre inexorablement partout avec ce livre, L'impérial terrorisme, forme actuelle de l'agression occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique, et preuves irréfutables
de l'offensive de l'OTAN en Afrique, avec une préface du professeur Bourema Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali. Le fait majeur que je voudrais commenter, c'est l'alliance russo-américaine qui se constitue entre les gouvernements Trump, d'un côté pour les États-Unis d'Amérique et d'autre part le gouvernement Poutine, pour mettre un terme à la terrible crise, à la terrible guerre russo-ukrainienne. Je voudrais vous rappeler qu'on a tenté d'imposer aux opinions mondiales, et en particulier aux opinions africaines, une fausse opinion, une fausse compréhension de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Selon le storytelling de l'oligarchie financière capitaliste, impérialiste et néocolonialiste occidentale, la guerre entre la Russie et l'Ukraine aurait commencé lorsque, au mois de février 2022, l'armée de la Fédération de Russie a formellement envahi le territoire de celle de l'Ukraine, imposant à l'Ukraine une guerre que l'Ukraine, selon l'avis de tous les observateurs, a copieusement et lamentablement perdu. Selon ce storytelling, qui est en fait un mensonge des grands médias occidentaux, et notamment des grands médias de l'oligarchie financière, l'oligarchie du capital qui tient le peuple occidental, les États-Unis et l'Europe en otage, on prétendait donc que la Fédération de Russie s'était levée un jour, piquée par une colère, une volonté hégémonique, et avait envahi, et c'était un jour de, février 2022, s'était levé un jour de février 2022 et avait décidé d'agresser délibérément la République d'Ukraine. Cette théorie-là vient de montrer ses limites depuis que, aux États-Unis, il y a eu un changement politique qui a vu l'avènement au pouvoir du président Donald Trump. Cette théorie est tombée en désuétude depuis que des officiels américains de la nouvelle administration républicaine, accédant aux documents et aux archives de l'État, et notamment à la déclassification d'un certain nombre de documents des États-Unis d'Amérique, ont mis à nu la participation des gouvernements américains, notamment sous Obama et Clinton, à la fondation, au financement et à l'armement des groupes terroristes. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe depuis que Donald Trump est arrivé à la tête des États-Unis. Je ne veux pas ici le présenter comme un super bon président. Je ne voudrais même pas porter sur Donald Trump un jugement concernant la politique intérieure des États-Unis. Il y aurait beaucoup à dire contre Donald Trump, comme contre les différents dirigeants des partis démocrates, du Parti démocrate américain, qui ont exercé la magistrature suprême des États-Unis. Mais sur le plan international, en dehors de la bévue de la politique israélo-palestinienne de Trump, qui consiste à soutenir aveuglément et inutilement le gouvernement génocidaire de Netanyahou en Israël, Donald Trump, dans sa politique internationale, excepté l'aberration israélienne notamment, se comporte envers l'Afrique, envers l'Europe, envers l'Amérique du Sud, envers les peuples qui sont dans les îles de tous les océans Indien et Atlantique. Donald Trump se comporte envers eux comme un provocateur d'autonomie. Je recommence. Donald Trump se comporte envers la plupart des pays du monde comme un provocateur d'autonomie. C'est-à-dire qu'il veut pouvoir discuter des intérêts des États-Unis avec des dirigeants, des gouvernements qui ont vraiment de l'intérêt pour leur peuple. Trump a bien compris que pour agir correctement à l'international, on a besoin de renforcer la crédibilité de son discours. On a besoin de respecter les souverainetés respectives. On a besoin de prendre en compte les réalités concrètes, géopolitiques et géostratégiques du monde. Alors, Donald Trump a constaté qu'aujourd'hui, économiquement, la Chine est en train de passer devant les États-Unis. Que cela le trouble ou non, il a beau dire MAGA, Make America Great Again, l'avancée chinoise dans plusieurs domaines est indiscutable, au point que la Chine s'est même transformée en usine des États-Unis.
Premier constat, Donald Trump sait que l'Amérique ne domine plus le monde comme ce fut le cas entre le 19e et le 20e siècle. Mais il y a un deuxième constat, c'est que Donald Trump, et de ce point de vue, il est assez proche de Poutine, sait que l'Occident politique s'est effondré quand il a renoncé à un certain nombre de valeurs cardinales de sa civilisation. Les valeurs cardinales de la civilisation occidentale sont résumées dans la célèbre loi d'or, ou qu'on appelle encore le principe d'or, qui dit « Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fissent ou vous fassent ». Cette formule que l'on attribue bien souvent à Jésus-Christ n'a pas été inventée par lui, elle renvoie à la formule fondamentale de la vérité-justice que les négro-égyptiens, première grande civilisation humaine, appellent Maat. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donald Trump s'est rendu compte que pour agir dans le monde, l'Amérique devra tenir compte de l'émergence des souverainetés et négocier ses intérêts avec ces souverainetés. Il a aussi compris que l'une des raisons pour lesquelles l'Europe est en échec et en déclin, elle vient du fait que l'Europe a abandonné ses propres valeurs de civilisation, cette valeur de la loi d'amour, la loi de la réciprocité bien sûr, mais elle a abandonné les principes même de la famille humaine pour promouvoir désormais une formule confuse des relations humaines, une vision confuse de la famille humaine et une légitimation littéralement de l'immaturité polymorphe des individus pervers. Donald Trump arrive au pouvoir et se rend compte qu'en fait, il ne pourrait pas y avoir un équilibre même favorable aux États-Unis si l'Occident en général et les États-Unis en particulier ne renoncent pas à leur propension à vouloir s'arroger les souverainetés de toutes les nations de la Terre au nom de ce qu'on appelle abusivement, bien souvent, le droit international. Alors, mais que fait Trump? Trump commence par un retour brutal à la réalité. Et qui dit retour brutal à la réalité des États-Unis dit retour brutal à la réalité des alliés des États-Unis. Que dis-je? Des vassaux européens des États-Unis, que sont les pays membres de l'Union européenne, y compris bien sûr l'Angleterre, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est passé? L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Union européenne, et notamment le couple franco-allemand, ont décidé de faire effondrer, et ce sont les mots de M. Bruno Le Maire, qui était alors ministre de l'économie de la France, faire effondrer l'économie russe, au motif que la Russie a décidé d'entrer en Ukraine pour assurer sa sécurité qu'elle considère menacée par les programmes potentiellement nucléaires ukrainiens, mais également par le positionnement avancé des infrastructures coercitives de l'OTAN, c'est-à-dire les missiles balistiques notamment, eh bien, un sol ukrainien avec la possibilité de frapper en un temps record toutes les villes de la Fédération de Russie, y compris la capitale Moscou. Donc, qu'est-ce qui se passe? À la tête des États-Unis, Donald Trump, à la tête de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tous s'accordent pour dire que le conflit russo-ukrainien n'a pas commencé avec l'invasion du territoire russe, l'invasion militaire de février 2022. Mais en fait, ce conflit a commencé il y a beaucoup plus longtemps. Lorsque, après l'effondrement du mur de Berlin en 1989, en novembre, il y a eu un accord, un gentleman agreement, entre les anciennes puissances de l'Est et les grandes puissances de l'Ouest, notamment les États-Unis. Et cet accord disait que l'infrastructure militaire de l'OTAN n'avancerait plus jamais vers l'Est du continent. Que les Européens se contenteraient de se sécuriser en Europe occidentale, mais qu'en aucun cas ils ne feraient avancer leurs missiles balistiques, leurs infrastructures de guerre, leurs boutons et leur vigilance et dissuasion nucléaire jusqu'aux portes de la Russie, c'est-à-dire en s'emparant progressivement des anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques et l'URSS. Mais qu'est-ce que l'OTAN a fait? Mais tout le contraire de ce qui avait été promis à Gorbatchev, le dernier dirigeant de la Russie, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, pratiquement. La promesse était que, après la chute du mur de Berlin, le monde était apaisé
et que les États-Unis et leurs alliés arrêteraient eh bien, de pressuriser, d'opprimer, d'encercler, de contraindre d'une façon ou d'une autre les puissances eh bien, russes et chinoises qui n'avaient pas l'intention de se soumettre aux États-Unis. Alors, malgré toutes les préventions, malgré tous les avertissements, l'OTAN a avancé son infrastructure nucléaire, son infrastructure militaire, son infrastructure de missiles balistiques et de menaces de mort aux portes de la Russie, puisqu'elle était littéralement devenue une occupatrice eh bien, à la fois militaire, économique, civile, politique et culturelle de l'Ukraine. Désormais, les étoiles sont alignées. Trump a affirmé sa conviction que le régime ukrainien de M. Zelensky est coupable d'avoir provoqué la guerre. Pourquoi? Pour avoir accepté de servir de valet, avoir accepté de servir de bras armés de l'impérialisme américain, eh bien, des gouvernements démocrates, Biden, et avant cela d'ailleurs, Obama. Cette conviction, basée sur des faits historiques, ceux de l'élargissement inexorable des forces de l'OTAN vers l'est de l'Europe, ce jugement-là est exactement ce sur quoi Poutine, le président de la Fédération de Russie, s'était basé pour justifier eh bien, l'invasion de l'Ukraine en 2022. Il a dit, pour la sécurité de la Russie, il est hors de question que l'Ukraine soit armée de missiles qui peuvent frapper la capitale russe en 16 minutes. Hors de question. Hors de question que l'Ukraine adhère à l'OTAN, ce qui voudrait dire que la Russie serait menacée de disparition au regard de la proximité de l'appareil d'éradication, l'appareil de destruction américain qui s'installait en Ukraine. On a le président Trump qui est convaincu que les véritables causes de la guerre sont à chercher dans l'élargissement de l'OTAN. On a à la tête de la Russie le président Poutine qui, lui, l'a souvent dit. Ainsi, le géant américain et le géant russe s'accordent aujourd'hui à dire ce que les intellectuels critiques, et j'en suis, critiques de la France-Afrique, critiques de la domination avaient déjà dit. Vous êtes mes témoins, mes chers amis, bien que nous sommes à 1 heure avancée de la nuit. N'ai-je pas soutenu ici devant vous la thèse selon laquelle le conflit russo-ukrainien n'était pas un conflit délibérément déclenché par la Russie, mais un réflexe de survie de la Fédération de Russie face à l'évolution, face à l'avancement du dispositif de coercition et de menace de dissuasion militaire et même nucléaire de l'OTAN aux portes de la Russie. Le pape Jean-Paul II avait fait une déclaration qui avait déclenché un tollé dans la bien-pensance occidentale. Il avait dit que c'est l'OTAN qui était responsable de la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aurait jamais éclaté si l'OTAN, citation du pape François Ier, si l'OTAN n'était pas venu aboyer aux portes de la Russie. C'était exactement les mots, c'était les mots utilisés par le pape de Rome. Bon, maintenant que les faits historiques président, pour ce qui est du conflit russo-ukrainien, à la politique américaine d'un côté et à la politique russe de l'autre, la grande question que nous devons nous poser, nous, Africains, pays africains, gouvernements africains, c'est la suivante. Qu'est-ce qui va se passer pour nous maintenant qu'il y a un revirement de la doctrine américaine concernant la guerre russo-ukrainienne? Eh bien, voici mes réactions. Premièrement, on va assister à l'effondrement du régime de M. Zelensky. Deuxièmement, on va assister à l'effondrement de tous les régimes de l'Union européenne qui ont accompagné M. Zelensky dans cette aventure plus qu'ambiguë. Ces régimes sont notamment le régime allemand et le régime français. Après la chute de Zelensky, qui n'est plus qu'une question de jours, car Donald Trump l'a clairement averti qu'il ne représente que 4% de la population. Il a averti qu'il ne représente que 4%. Excusez-moi, je vais juste transférer ceci ici. Zelensky a été averti qu'il ne représente que 4% de la population de l'Ukraine et qu'il gouverne illégitimement ce pays par décret. Cela lui a été rappelé
Et à partir du moment où Trump estime que Zelensky est coupable de la guerre qui frappe l'Ukraine, vous voyez la conséquence qui en découle. C'est-à-dire qu'on va assister littéralement à un débranchage de l'Ukraine. Le robinet à dollars des États-Unis, le robinet d'armes des États-Unis, ce robinet est en train d'être fermé. Et en fait, le président Trump demande de manière très polie à Volodymyr Zelensky de quitter le pouvoir, en affirmant en Mondovision que Zelensky n'a plus que 4% d'Ukrainiens pour lui. Il lui envoie un message direct, ou indirect si vous préférez, c'est « partez parce que nous savons que vous ne représentez plus votre peuple ». Mais je vous rappelle que le régime ukrainien s'est rendu coupable d'agressions terroristes en Afrique. C'est l'Ukraine qui, aux côtés d'Al-Qaïda et l'État islamique, a attaqué la ville malienne de Tinzaouaten et provoquant ainsi la mort de plusieurs soldats maliens et plusieurs alliés russes de l'armée malienne. Donc, la première conséquence à laquelle nous allons assister très rapidement, c'est l'effondrement du régime ukrainien avec Zelensky qui va se barrer, qui va être obligé de quitter, de débarrasser le plancher, d'autant plus qu'il est considéré comme partie négligeable dans les négociations. Les négociations se déroulent exclusivement entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. Pourquoi? Mais parce que l'Ukraine était en fait un satellite. L'Ukraine était un État manipulé. C'était un État à la merci des desiderata du gouvernement démocrate américain de Biden. D'accord? C'est d'ailleurs grâce à cette puissance accumulée par le gouvernement démocrate américain, instrumentalisant l'Ukraine, c'est grâce à cette puissance que Trump peut dire à Zelensky, ça suffit, vous ne représentez rien, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de rentrer à la maison, de vous chercher une zone d'exil et de sortir littéralement de mon champ visuel. Mais l'effondrement du régime ukrainien est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique agressée par ce régime, pour poursuivre Zelensky, pour poursuivre tous ceux qui ont organisé l'attaque terroriste de Tinzaouaten. Le temps va être approprié. Il faut ouvrir les procès contre les organisations terroristes et contre leurs parrains. Je l'ai montré à d'autres vidéos. Mais il y a quand même une autre conséquence à cette affaire. À partir du moment où Poutine et Trump s'entendent, à partir du moment où les États-Unis et la Fédération de Russie s'entendent, cela veut dire que toutes les majorités politiques qui ont conduit l'Europe, je parle de l'Europe occidentale, à la confrontation perdante avec la Russie, mais tous ces gouvernements vont s'effondrer. Le gouvernement Macron-Bayrou va s'effondrer, le gouvernement Scholz va s'effondrer, le gouvernement britannique de Starmer va s'effondrer. Tous les gouvernements qui ont bec et ongles défendu la logique ukrainienne contre la Russie sont désavoués. Donc, il faut s'attendre à de sérieux et très rapides chamboulements politiques au cœur de l'Europe. Je vous ai dit que j'ai ma conviction que le président Macron ne finira pas son mandat. Non seulement il est dépourvu de majorité parlementaire, mais il vient de perdre dans le conflit russo-ukrainien ce qui lui restait de semblant de crédibilité internationale. Car, en fait, c'est tout ce que le président Macron, le chancelier allemand Scholz ont prévu, c'est tout cela qui a été contredit par ce qui s'est passé. Où est l'effondrement de l'économie russe? Walou, rien, zéro. Où est la défaite militaire de la Russie? Zéro, rien. Où est l'impact des sanctions énormes internationales qui ont été infligées à la Russie? Pourquoi ces sanctions n'ont-elles pas conduit à la défaite de la Russie? Bide énorme. Et le monde entier qui a assisté à ce duel des géants, à cette gigantomachie, entre d'une part la Fédération de Russie et d'autre part les États-Unis, à travers leurs proxys européens, le monde entier sait maintenant que c'est Poutine qui a gagné, que c'est Zelensky et ses maîtres qui ont perdu. Et même Trump est à la tête d'une puissance qui vient de perdre la guerre. Alors, je continue à égrener les conséquences. Maintenant que c'est clair, les vraies bases du conflit russo-ukrainien sont avouées, estampillées et révélées par les États-Unis. Aujourd'hui, on comprend très bien que c'est depuis l'extension de l'OTAN vers l'Est, c'est à partir du moment où on a aidé Zelensky à se mettre à persécuter les russophones ukrainiens. C'est à cette époque-là que le conflit était né. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à l'heure où nous parlons n'est que la conséquence de la non-résolution de ces conflits
qui ont commencé avec l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Bon, alors, la grande question est, Poutine a gagné. Poutine va récupérer de larges proportions du territoire ukrainien et va les intégrer à la Fédération de Russie en utilisant sa méthode des référendums. OK. Le régime ukrainien qui a participé à l'attaque terroriste contre l'Afrique est au plus faible. La grande question, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que Trump et Poutine tiennent le même langage? Premièrement, pour nous, Africains, il faut tirer la conséquence que tous les dirigeants africains qui ont soutenu, eh bien, Zelensky, qui ont soutenu l'administration Biden contre Poutine vont tomber. Je recommence. En Afrique ici, la conséquence c'est que tous les régimes africains qui ont ouvertement soutenu, précisément, qui ont soutenu l'Ukraine, l'Union européenne, l'OTAN contre la Russie, maintenant que le grand patron de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, décide de normaliser ses relations avec la Russie, il s'ensuit que tous les régimes qui avaient misé sur le pourrissement de ces relations en Afrique vont tomber. Je pense notamment au régime d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, avant de tomber bientôt. Le régime de Ouattara n'a plus, en réalité, la caution, il n'a plus le soutien du grand capitalisme international américain qui, à travers l'OTAN, à travers l'Union africaine, à travers la CEDEAO, maintenait, pour ainsi dire, ses proxys un peu partout. Donald Trump ne veut pas. Il ne veut pas s'impliquer dans une Afrique qui serait à son service. Il n'en a strictement rien à foutre. Donc Alassane Dramane Ouattara, tout comme le régime de Paul Biya au Cameroun, mon pays natal, il se retrouve dans un état de fragilité inouïe. Car tous les satrapes reptiliens avaient misé pour la victoire du candidat démocrate Joe Biden ou de sa remplaçante, Mme Kamala Harris. Donc, attendez-vous à l'accélération de la chute des régimes france-africains, car en fait, la France-Afrique, c'est-à-dire la mafia politique franco-africaine, était protégée jusqu'ici pleinement par l'OTAN. Mais maintenant, eh bien, cet âge de grâce a pris fin. C'est terminé. Il n'y a plus la couverture de l'OTAN pour l'Europe. Il n'y a plus la couverture de l'OTAN pour la France. Il n'y a plus la couverture de l'OTAN pour les Européens ou les Occidentaux qui seraient tentés de faire la guerre ou soi-disant d'envoyer des troupes en Ukraine combattre la Russie. Les États-Unis ne leur donnent plus de garantie. Mais si les États-Unis ne leur donnent plus de garantie, si c'est le monde multipolaire qui est en train de naître, mais c'est une opportunité extraordinaire pour l'Afrique de poser sur la table les procès pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés précisément à travers les grandes opérations terroristes coordonnées par les puissances de l'OTAN contre les parties du monde dont on veut toujours piller les richesses. Donc, ce que je veux vraiment dire aujourd'hui, c'est que la reconnaissance par Donald Trump que la Russie avait raison, une reconnaissance de ce que nous vous avions démontré ici, à savoir la nature profonde du conflit russo-ukrainien, comme étant en réalité un conflit déguisé de l'OTAN, c'est-à-dire la grande alliance militaro-politique occidentale contre la Russie. Ces choses-là étant confirmées maintenant, il est temps qu'on aille au procès, il est temps qu'on aille aux réparations. L'Afrique ne peut pas laisser passer par perte et profit toutes les millions de vies humaines perdues à cause précisément de cette invasion et de cette stratégie de fragilisation de la Terre. L'Afrique doit se saisir des faits déclassifiés, des faits vérifiés, des faits connus, pour engager des procédures, non seulement de jugement, mais aussi de recouvrement, de droits, de réparation. C'est tout le sens du livre que j'ai écrit. Si j'ai voulu documenter les preuves que derrière les soi-disant djihadistes, il n'y a ni plus ni moins que les puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient qui veulent maintenir l'Afrique en situation de succession, cette démonstration ne peut pas rester lettre morte. Nos gouvernants, nos magistrats, nos juristes doivent se saisir des faits qui ont été établis, des empirismes qui sont établis sur le financement, l'armement et le soutien aux terroristes des grandes puissances de l'OTAN. Mais une fois que vous êtes saisis de cela, on attend les procès. Il faut les procès, il faut les juger. Les morts inutiles, les innocents fauchés dans la fleur de l'âge par les terroristes, eh bien, crient justice.
Parce que maintenant, la vérité a éclaté. Voyez comment Donald Trump et Vladimir Poutine traitent les dirigeants occidentaux comme des enfants mineurs. Mais je vous pose une question supplémentaire. Est-ce que vous vous rendez compte que les idées agitées maintenant par Donald Trump en entente avec Poutine sont celles pour lesquelles moi, on me persécute en France depuis 2021? Est-ce que vous savez qu'on me persécute en France depuis 2021 parce que j'ai eu le courage de dénoncer la politique néocolonialiste de la France en Afrique en complicité avec les dictateurs africains, bien sûr, cette politique. Mais quand j'ai vu éclater le conflit russo-ukrainien en 2022, je fais partie de ceux qui, sur ce réseau social, YouTube, Facebook, X, etc., je me suis connecté pour dire ce n'est pas l'Ukraine qui combat la Russie. L'Ukraine n'a pas les moyens de combattre la Russie. L'Ukraine n'est rien d'autre que le bras armé de l'OTAN, le bras armé de l'Union européenne, le bras armé de l'oligarchisme occidental pour tenter de réduire la Russie en attendant la grande bataille d'Armageddon qui est préparée entre l'Occident et la Chine. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de cette démonstration? À partir du moment donc où on possède cela, mais on doit ouvrir les procès. Non, il faut juger ceux qui ont financé Al-Qaïda et l'État islamique. Il faut juger ceux qui ont provoqué instrumentalement la guerre russo-ukrainienne. Il faut les juger. Il est temps que sur cette terre, la justice s'impose à la méchanceté des méchants, et notamment à la méchanceté des puissants. Ce soir, eh bien, ça en est fini de l'espoir des Européens de jouer un rôle clé dans la géopolitique mondiale. L'Europe occidentale s'est effondrée sur le plan de la géopolitique mondiale. Les Africains doivent en prendre acte et assumer pleinement leurs responsabilités. Ceux qui sont encore là en train d'attendre que la planche à billets de la France à chamalière, le CFA, fonctionne pour eux, n'ont pas compris que le monde va aller très vite, très vite. Ceux qui continuent à hésiter, à prendre leurs responsabilités pour imposer la vérité et justice pour notre peuple, qu'ils se rendent compte que les événements vont aller tellement vite que ce qu'ils n'ont pas fait va se retourner contre eux. Nous sommes à une époque où ça va très vite. Oui, c'est de cela que je voulais vous parler ce soir. J'ai regardé la presse internationale et je vois une victoire militaire éclatante de la Russie, une victoire économique éclatante de la Russie. Je vois une victoire géopolitique et géostratégique éclatante de la Russie, puisque en fait le président Donald Trump est simplement en train d'organiser les conditions de la capitulation de Zelensky. Ce sont les conditions de la capitulation de l'Ukraine de Zelensky qui sont aujourd'hui négociées entre Trump et Poutine. Écrivez ça. Mais toutes ces choses, nous les avons dites. Ce qui me fait mal, c'est que on nous persécute depuis 5 ans en France, mais quand c'est Donald Trump qui le dit, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de se tenir face à lui, un ministre des Affaires étrangères ou un chef d'État européen, qui puisse se tenir courageusement face à Trump pour lui dire « ce sont des foutaises, ce que vous racontez, ça va avoir des conséquences ». Quand ce sont les Africains, comme moi, les intellectuels africains, comme moi, qui font des analyses pour dire « dans cette affaire, l'Ukraine paraît agressée, mais en fait, elle fait partie des agresseurs de la Russie ». Quand nous disions cela, nous étions promis à des coups et à des blessures. Nous avons été traînés dans des gardes à vue. Nous sommes menacés aux sorties et aux entrées aux aéroports de France. Mais pour avoir dit ce que Donald Trump vient de reconnaître. Alors, j'attends les grands méchants qui me persécutent en France. Je les attends pour persécuter Donald Trump. Je les attends pour menacer Donald Trump. J'attends tous ces bien-pensants qui croyaient contrôler les esprits avec les menaces de censure, les menaces de sanctions, les menaces de fermeture de chaînes. Que ces individus viennent maintenant nous parler, dire tout le mal qu'ils pensent de Trump. Aujourd'hui encore, on vérifie l'adage qui dit que selon que vous êtes blanc ou que vous êtes noir, les jugements de la Cour vous feront innocent ou coupable. C'est juste incroyable le festival des vérités crues que Donald Trump et son vice-président Vance ont infligé aux Européens. Et l'état amorphe des Européens qui n'osent même pas les contester, qui n'osent même pas leur expliquer que l'Europe existait politiquement, en tout cas avant l'Amérique.
Je suis choqué par le deux poids, deux mesures. Qu'ai-je dit que Donald Trump nous dise? Quelle analyse ai-je faite qui ne soit reconnue par Donald Trump qui, lui, a accès aux documents secrets des États-Unis? Mais pourtant, Trump est considéré comme quelqu'un qui est en train de faire sa politique. Il ne vient à personne d'infliger des sanctions à Donald Trump parce qu'il a dit que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre contre la Russie. Mais l'Ukraine manipulée par l'OTAN, les États-Unis, eh bien, avait l'intention de la gagner. Mais pourquoi le fait que moi je le dise est frappé du plus grand des ostracismes, alors que le fait que Trump le dise est considéré comme une déclaration politique normale? La seule raison, c'est la persistance du racisme, issu de la traite négrière, issu de la colonisation, issu de la néocolonisation et de l'impérialisme, dans les oligarchies politiques occidentales. Elles ne sont pas décolonisées, ces oligarchies. Voilà pourquoi lorsque des Africains, des intellectuels africains, des intellectuels franco-africains, etc., prennent le courage de dire sur la place de France, sur la place d'Europe, la dérive de cette politique internationale de l'Union européenne. Mais on leur promet coups et blessures. Pourquoi? Mais parce que depuis 700 ans, c'est comme ça qu'on a traité l'Africain. Comment faisait-on pour capturer nos ancêtres et les amener en esclavage? On les soumettait par la force. Quand aujourd'hui un Africain prend la parole pour nommer les plaies de la politique internationale, le réflexe des oligarques occidentaux, c'est d'attenter à la vie de cet Africain. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé dans leur inconscient psychique la trace de l'Africain négrifié, l'Africain marchandisé, l'Africain colonisé, l'Africain néocolonisé, et qui n'attend que les estampilles de son maître pour exister. Je voulais protester contre ce deux poids, deux mesures. Qu'a dit Donald Trump? Qu'a dit Vance que nous n'ayons dit? Eux, ils sont tranquilles. Ils le disent et ils rentrent chez eux. On n'ose même pas leur opposer des qualificatifs comme complotistes, menteurs, etc., mythomanes. Aucun des dirigeants européens ne peut se tenir devant Trump pour lui dire tenir un tel langage. Donc moi, c'est cette aberration qui a attiré mon attention et c'est de cela que je voulais vous parler ce soir. La Russie a gagné la guerre contre les États-Unis, contre l'OTAN. Elle a gagné. Donald Trump est simplement en train de négocier les conditions de l'armistice. Car il sait très bien que l'armée ukrainienne ne pouvait pas continuer à tenir face à l'armée russe et que le grand risque que courait l'Europe, c'est que la Russie avance jusqu'aux frontières de la Pologne, que la Russie récupère toute l'Ukraine et pose ses lignes rouges sur la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Donc voilà les vérités que je voulais partager avec vous. Je me réjouis du fait que ce pourquoi on nous a menacés, ce pourquoi on nous traque, ce pourquoi on nous a livrés en pâture à des juges parfois controuvés, cela est maintenant reconnu par le chef de la puissance américaine et par le chef, comme l'avait déjà reconnu le chef de la puissance russe. Alors, certains vont venir dire, oh, c'est la preuve que Trump a gagné aux États-Unis grâce à Poutine. Mais ils peuvent toujours dire tout ce qu'ils veulent. Moi, mon opinion, elle ne porte pas sur M. Trump ou M. Poutine comme tel. Je parle de la guerre russo-ukrainienne et tout le monde sait que ce n'est pas l'Ukraine qui faisait la guerre à la Russie, c'est l'OTAN. Donc, je conclus en disant que tous ces événements qui s'amoncellent permettent de comprendre l'intérêt de ce livre. Il est venu, à point nommé, à rassembler les preuves que plus jamais on ne trompera les Africains en invoquant une soi-disant guerre religieuse. Les Africains savent que les grandes puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient prennent plaisir à déstabiliser l'Afrique pour pouvoir continuer à la piller. Écrivez ça. C'est terminé. Que ce soit le conflit russo-ukrainien, que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit le conflit entre la Chine et Taïwan, on voit très bien la manipulation de l'Occident dans ces affaires. Car, en fait, l'Occident politique conçoit que pour s'approvisionner en matières premières gratuites, ou en tout cas moins chères, il ne faut pas que le monde soit en paix. La paix, on peut l'éviter. Voilà ce qui était écrit dans la villa de l'Union européenne à Niamey. Je conclus ce propos par un point que je développerai beaucoup demain. Je tiens à vous informer que j'ai été informé par le chef du collectif d'avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés que, la plainte
la plainte qui a été introduite par le collectif des avocats de l'Afrique des libertés au nom de la famille Banga du Niger et de l'État du Niger contre l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, pour accusation d'assassinat, eh bien, cette plainte, finalement, a été réceptionnée. Elle a été officiellement réceptionnée après des semaines et des semaines de tentatives de noyade de la plainte. Eh bien, maintenant, elle a été officiellement réceptionnée. Et le procès pour le citoyen Mustapha Banga, qui a perdu la vie par électrocution et étranglement par le portail de l'ambassade de France à Niamey, ce procès aura lieu. Je dis des choses comme celle-là pour que vous voyez l'importance de passer à cette phase partout. Partout où il y a eu des violations flagrantes de nos droits par des puissances étrangères, le temps est venu pour nous, Africains, de récupérer nos droits. Le temps est venu pour nous, Africains, de faire entendre justice sur le martyre que nos populations ont subi. Ce temps-là est venu. Voilà pourquoi M. Mustapha Banga, assassiné le 21 septembre 2023, son âme crie justice. Et on entendra la voix de cet homme, on entendra la voix de sa famille, soutenue par l'État du Niger, au tribunal de Paris, où M. Ité, Sylvain, comparaîtra face à des accusations d'assassinat. Voilà, mes chers amis, ce que je tenais à partager avec vous ce soir. N'ayons pas peur de donner un contenu juridique aux spoliations que nous subissons. Faisons-nous respecter dans le monde. Merci. Merci. Bonne nuit à toutes et à tous. Soyez bénis. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.